nous servir à boire. Sous la tonnelle, au creux de son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le fronton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal manquait plus de fantaisie, s'en fut trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant, et pour comprendre un seul homme, quand j'aime tout un régiment, ses amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bientôt besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle au creux de son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. La réponse est à la fois simple et compliquée. Il faut bien se rappeler que les États-Unis sont un pays qui s'est construit sur une immigration européenne massive et que lorsqu'on regarde les statistiques démographiques des États-Unis en 1914, un Américain sur 4 dont les parents sont tous les deux nés à l'étranger est allemand d'origine. Donc dans l'opinion publique américaine, il y a un fort sentiment germanique. Après, il y a l'histoire. C'est-à-dire que même si les relations franco-américaines au XIXe siècle ne sont pas extraordinairement développées, il y a le souvenir de la guerre d'indépendance. Donc une partie des élites du nord-est des États-Unis qui est plutôt philo-française. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu des positions curieuses de Napoléon III, enfin curieuses, de Napoléon III pendant la guerre de sécession aussi, qui était plutôt pro-sud. Donc tout ça fait que les choses sont un peu compliquées, et puis la doctrine des États-Unis en matière de politique étrangère, depuis le début du XIXe siècle, c'est la doctrine de Monroe, depuis les années 1820, l'Amérique est aux Américains, et l'Europe aux Européens, et les Européens n'ont pas à s'occuper de ce qui se passe en Amérique, et les Américains n'ont pas à s'occuper de ce qui se passe en Europe. Donc si vous voulez, l'entrée en guerre des États-Unis, c'est quelque chose qui se fait progressivement, au fur et à mesure que l'administration Wilson à Washington commence à se rendre compte qu'elle a plus à perdre si c'est l'Allemagne qui gagne la guerre que si c'est l'entente, et puis parce que progressivement, il y a un courant de sympathie pour les démocraties. Alors, les États-Unis vont rentrer en guerre aussi. L'épisode du Lusitanie. Parce que il y a eu certains événements qui auront beaucoup ému l'opinion publique américaine. Il y a eu le Lusitanie en mai 1915 au large de l'Irlande avec plusieurs dizaines de victimes américaines. Et puis, ce qui a précipité les choses, c'est l'annonce en janvier 1917 par l'état-major allemand de la guerre sous-marine à outrance, qui fait que les Allemands ont indiqué qu'ils couleraient tous les navires, y compris les navires neutres, dont ils soupçonnaient qu'ils puissent travailler pour l'Entente. Donc à partir de 1917, il a commencé à y avoir des menaces claires sur le trafic maritime américain. Les Américains ont dénoncé le blocus allemand, et puis ensuite il y a eu, en février 1917, fin février 1917, il y a eu l'affaire du télégramme Zimmermann. Oui. C'est-à-dire que les services secrets anglais ont intercepté des télégrammes allemands de Berlin destinés à l'ambassade d'Allemagne à Mexico. Et les Allemands ont proposé aux Mexicains, en cas de guerre avec les États-Unis, de s'allier avec eux et leur promettaient ni plus ni moins que la restitution du Texas, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona pour service rendu si jamais ils entraient en guerre à leur côté. Alors évidemment, les Anglais n'ont pas été innocents, ils ont bien mené leur affaire pour pousser l'opinion publique américaine. Et puis quelques cargos américains qui ont commencé à être coulés au printemps 1917. Et donc le président Wilson a pris sa décision début avril. L'ambassadeur de France aux États-Unis, qui s'appelait Jean-Jules Jusserand,
a bien expliqué ça. Il a dit que l'opinion publique américaine, progressivement, s'était convertie vraiment aux objectifs de l'entente. Enfin, elle avait basculé. Et le 6 avril 1917, donc le président Wilson a obtenu du Congrès le vote de la déclaration de guerre aux États-Unis. Voilà, alors après je laisserai la parole aux autres, mais c'est une bonne nouvelle parce que le contexte est très mauvais pour la France. Il faut bien comprendre que là, depuis février 17, la Russie est en proie aux troubles politiques, donc c'est un allié qui n'est plus fiable, ce qui tant est qu'il l'ait été toujours d'un point de vue efficacité militaire. Et puis, voilà, en avril 17, c'est des périodes difficiles sur le front occidental. Donc la seule bonne nouvelle de la période pour les Français, c'est l'entrée en guerre des États-Unis, qui n'ont rien. Il faut bien comprendre, les États-Unis à l'époque, c'est un soldat pour 500 habitants. Pensez que l'armée française en 14, avant la guerre, c'est un soldat pour 50 habitants. Donc ils n'ont pas d'armée. Ils ont une armée très peu développée, une marine assez puissante, mais une armée de terre qui est inexistante et qui est faite en gros, alors j'ai caricaturé, mais pour courir après les Indiens et garder les frontières du Mexique. C'est à peu près ça. Ils n'ont rien, pas de matériel lourd, ils ne savent pas se battre, ils ne connaissent rien de la guerre moderne. Alors par contre, ils ont une puissance industrielle. Pourtant, il y a une guerre de sécession quelques années plus. Oui, mais aux États-Unis, d'ailleurs, les soldats sont très mal vus. Je parlais de l'ambassadeur de France, Jean-Jules Jusserand, c'est assez amusant ce qu'il dit. Il dit qu'aux États-Unis, les militaires de carrière sont extrêmement mal considérés par la population. C'est des sortes de rebuts sociaux, dit-il, de gens qui n'ont aucun intérêt et qui font ça parce qu'ils ne savent rien faire. Personne ne sait ce que vont faire les Anglais. Et le gouvernement français est angoissé parce qu'il ne sait pas. Et en particulier du point de vue maritime, si le Royaume-Uni n'entre pas dans la guerre, cela place la France dans une situation désastreuse par rapport à l'Allemagne. Donc, alors pourquoi les Anglais sont-ils entrés dans la guerre? Eh bien, pas du tout pour venir au secours de la France, avec qui ils avaient des sentiments cordiaux, mais simplement quand l'armée allemande, pour attaquer la France, est passée par la Belgique. Et cela, le Royaume-Uni, l'Angleterre, ne pouvaient tolérer que les Allemands occupent la Belgique. C'est donc la raison pour, et en particulier avec le port d'Anvers, voilà qui n'était pas possible d'accepter pour l'Angleterre. Alors, maintenant, je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre les origines de la guerre et l'entrée en guerre. Ou bien, l'entrée en guerre est d'une simplicité, si j'ose dire, évangélique. Pendant longtemps, on a dit « Oh, l'attentat de Sarajevo, ça n'a pas d'importance. » Mais si, c'est bien à cause de l'attentat de Sarajevo que la guerre a éclaté. Vous vous rappelez ce qu'est l'attentat de Sarajevo? Un jeune nationaliste serbe, originaire de Bosnie-Herzégovine, la Bosnie-Herzégovine étant territoire autrichien, y a assassiné l'archiduc François Ferdinand et sa femme par la même occasion, l'archiduc François Ferdinand qui était l'héritier pour bientôt de l'Empire austro-hongrois, pour la raison très simple que l'empereur François-Joseph avait plus de 80 ans, et à l'époque, maintenant aussi d'ailleurs, mais enfin à l'époque, à cet âge-là, on pouvait bientôt mourir. Et donc l'archiduc François Ferdinand était l'héritier pour bientôt. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de sa femme, c'était pas une chose secondaire. Les terroristes, pour les appeler ainsi, ne visaient pas celle qui n'était pas archiduchesse, parce qu'elle n'était pas de sang royal, et donc elle ne pouvait pas être archiduchesse. Donc on l'appelait la duchesse, elle avait pris comme titre duchesse de Hohenberg, quelque chose comme ça. Eh bien, mais
l'assassinat de la femme de l'archiduc a provoqué une émotion particulière en Europe. Émotion particulière qui a facilité l'intervention de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie a voulu venger la mort de l'archiduc et en plus mettre au pas la Serbie, qui l'embêtait depuis longtemps. Hein. Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va prendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux sifflots. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ces malheureux de voir sur les grands boulevards, tous ces gros qui font le foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser